Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. C'est un message qui circule souvent sur les réseaux sociaux. La porte d'entrée d'une université en Afrique du Sud, il a écrit ceci: détruire un pays ne nécessite pas l'utilisation de bombes atomiques ou l'utilisation de missiles à longue portée. Il suffit d'abaisser la qualité de l'éducation et de permettre la tricherie dans les examens par les étudiants. Les patients meurent aux mains de ces médecins, les bâtiments s'effondrent aux mains de ces ingénieurs, l'argent est perdu aux mains de ces CES, économistes et comptables, l'humanité meurt aux mains de ces savants religieux, la justice est perdue entre les mains de ces juges. L'effondrement de l'éducation est l'effondrement de la nation. Alors, de ce constat, il est important donc de s'interroger sur le modèle pédagogique d'enseignement inculqué aux Africains à travers l'école. C'est ce que nous allons nous atteler à faire dans le forum de cette semaine avec deux invités. Docteur Hakimou Tchaniaou est avec nous. Monsieur Tchaniaou, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles. Comment allez-vous? Bien. Monsieur Tchaniaou est spécialiste en sciences de l'éducation, expert en accompagnement de travaux de recherche et puis enseignant à l'Institut national des sciences de l'éducation, INSEE du Togo. C'est bien ça. Ah ben, votre présentation, le CV est plus long que ça. Justement. La question de la cause, Justement. on va l'abréger. Avec lui, Kokou Sokeo Atileka. Monsieur Atileka, bonjour. Bonjour à toi, Gilles. Vous êtes en forme, ça se sent. C'est la pleine forme toujours. Vous êtes consultant enseignant, mais aussi promoteur d'un concept que vous appelez professeur leader. Hein? Exact. Pourquoi? Professeur leader aujourd'hui, parce que tout le monde, tout enseignant doit aller vers le leadership. Le monde évolue, les élèves que nous avons évoluent. Par conséquent, nous devons évoluer vers le leadership pour pouvoir mieux gérer les enfants. C'est-à-dire que les enseignants que vous avez en face aujourd'hui, vous pensez qu'ils ne sont pas assez leaders, hein? Ils se débrouillent, mais il en reste encore. Nous le verrons d'ailleurs au cours de cette émission. Alors, docteur Tchaniaou, je voudrais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous circonscrire en quelques mots la mission qui est généralement dévolue à l'enseignement, à l'éducation, bref, à l'école? Bon, justement, bonjour, monsieur Gilles, bonjour à mon collègue Atideka et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Comme vous l'avez dit, l'école, d'une manière générale, joue un rôle ambivalent. L'école joue le rôle d'instruction et le rôle d'éducation. Voilà les deux missions qui sont assignées à l'école. Mais si nous nous référons à la politique togolaise, c'est-à-dire que nous sommes au Togo, nous pouvons dire que dans la réforme de 1975, il est consigné que l'école doit former des individus sains, épanouis, équilibrés dans toutes les dimensions. Comme vous venez de les citer, on a des dimensions économiques, des dimensions politiques, dimensions financières, dimensions sociales, culturelles, anthropologiques. Donc, dans toutes ces dimensions, nous devons former les individus qui seront maintenant capables de travailler dans toutes ces dimensions pour améliorer ou aider nos pays dans leur développement. Je voudrais que vous nous apportiez une petite précision. Vous avez parlé d'instruction et d'éducation. Souvent, le commun des mortels confond ces deux concepts. Quelle est la nuance? Bon, la nuance est que l'éducation doit amener les individus à avoir des diplômes, à avoir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Donc, en cela, l'éducation joue son rôle, ou l'école joue son rôle d'instruction. Amener les individus à avoir un ensemble de savoir, du savoir-faire, du savoir-être, capable maintenant d'aider, être compétent, cultiver en eux la compétence. Maintenant, par rapport à l'aspect éducatif, c'est-à-dire que l'école, au moment où elle transforme en même temps ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être, doit maintenant aider les individus à s'éduquer, à s'auto-éduquer, à leur inculquer les savoir-vivre ensemble. Les savoir-vivre ensemble, nous sommes appelés à vivre dans nos communautés respectives, à vivre dans nos sociétés, à vivre avec nos semblables, à vivre dans nos administrations, dans nos métiers, ainsi de suite. Partout où nous serons, nous devons être capables de vivre ensemble avec nos compatriotes, avec nos collaborateurs, avec nos compatriotes.
donc on voit les choses de près. La construction de l'individu, la construction de la personnalité est totalement dévolue à l'école. Bon, justement, l'école joue son rôle, mais elle n'est pas le seul à le faire. Il y a, par exemple, la famille, qui est la première institution éducative, puisque vous naissez dans votre famille et vous êtes appelé à être éduqué, à avoir des normes sociales que seule votre famille est habilitée à le faire. Au-delà de la famille, il y a l'école que nous venons de dire. Il y a également nos associations. Nos associations, vous êtes face à savoir que les gens militent dans plusieurs associations. Et dans chaque association, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur, les statuts, tout ça, vous devez respecter. Et quand vous allez aux réunions, on vous inculque également ce savoir-vivre ensemble. Dans nos églises, dans nos mosquées également, on nous inculque ce savoir-vivre ensemble. Justement, même dans nos milieux professionnels également, partout où nous serons, où nous travaillons, nous nous habituons, nous nous inculquons des savoir-vivre ensemble, des savoir-faire également, pour que nos sociétés soient meilleures. Monsieur Sokeo Atirika, vous qui êtes enseignant, ça veut dire que vous avez le pied à l'étrier. Est-ce que vous imprégnez de cette mission? Est-ce que vous pensez, quand vous donnez vos cours, que vous êtes dans cette mission? Est-ce que vous êtes dans le cadre de cette mission? Ce que vous faites, est-ce que ça répond à cette mission? Ça répond en partie. Ça répond en partie, ça ne répond pas totalement. Parce que, vous savez, comme le docteur vient de le dire, la mission principale commence à la maison. Les parents sont les premières personnes qui sont censées donner la base de l'éducation avant que les élèves n'arrivent à l'école. Et lorsque cette base est bien donnée, est bien solide, la mission dévolue à l'école se passe dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, on remarque que les élèves quittent la maison, viennent à l'école et tout est totalement laissé d'une manière ou d'une autre à la charge des enseignants. Ce qui fait que l'enseignant se débrouille à donner le nécessaire, simplement les matières qu'il vient. Il vient juste donner les matières, donner dispenser le contenu de son cours. Et il n'a pas suffisamment le temps pour pouvoir aller en profondeur de sa mission. Oui, mais est-ce que ce reproche n'est pas à faire à vous, enseignants, qui vous occupez finalement de tout? Moi, j'ai vu dans plusieurs écoles des professeurs, des directeurs régler les problèmes de la maison. Oui, mais combien de temps disposons-nous pour pouvoir le faire? Et il faut avouer également qu'il y a assez de matière. Il y a assez de matière, ce qui fait que un enseignant, par exemple, si tu fais l'histoire-géographie et tu viens, ou si tu fais les mathématiques, tu viens pour 2 heures de temps, tu as un programme que tu dois normalement finir avant la fin de l'année. Et il y a des exercices à faire, il y a plein de choses à faire. Ce qui fait que tu t'attelles beaucoup plus à donner le contenu. Et ça reste au niveau de l'instruction. Maintenant, l'éducation dans son ensemble, je suis sûr que ce n'est pas totalement donné. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous disons qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà des quelques heures que nous passons en classe avec les élèves et se permettre, pendant les récréations, par exemple, de se donner le temps de discuter avec les élèves et d'essayer de régler quelques petits problèmes qu'ils ont avant de venir. Docteur Chanyaou, dans ce que M. Atirika dit, il pointe du doigt la famille qui peut-être n'est pas en train de jouer le rôle qui lui est dévolu. Dévolu par qui? Parce que c'est informel ce que nous disons. Est-ce que ce rôle éducationnel que la famille doit jouer, est-ce que c'est codifié? Est-ce que c'est porté à la connaissance de tous? Bon, justement que si nous disons que la famille, c'est la première institution éducative, cette institution éducative n'est pas formelle. C'est l'école qui est formelle avec un programme donné, mais on ne peut pas avoir dans nos familles respectives des programmes d'éducation comme ça pour les enfants. Donc chaque famille éduque comme lui semble ses enfants. Vous voyez, donc, est-ce qu'il est important de laisser tout le monde se débrouiller? Non, c'est une lacune ou bien peut-être c'est une négligence. Sinon, la famille joue pleinement leur rôle. Si nous prenons les familles chrétiennes, on inculque les savoirs vivre ensemble selon les enseignements religieux bibliques. Si nous prenons les familles musulmanes également, c'est pareil. On inculque ces connaissances-là selon les enseignements également du Coran. Si nous prenons également les autres congrégations, c'est pareil. C'est pour dire que
les familles jouent pleinement leur rôle, mais à la maison. Mais le problème que soulève le doyen Atideka, c'est l'accompagnement familial des apprenants. Quand les parents inscrivent leurs enfants à l'école, on les abandonne en même temps. Au lieu de les accompagner, d'aller suivre ce qu'ils font ou ce qu'ils produisent à l'école. Est-ce qu'ils se comportent bien? Est-ce qu'ils ne se comportent pas bien? Est-ce que quand ils quittent à la maison, ils vont finalement à l'école? Est-ce qu'ils ne font pas des escales? Bon, tout ça, ce sont des responsabilités qui relèvent des parents. Donc, des responsabilités qui ne sont pas écrites. Il n'y a pas un manuel de procédure. Oui. Cette responsabilité n'a pas de contenu. Si bien que chacun fait ce qu'il peut. Oui, et parfois même la famille se transforme en deuxième ou en troisième enseignant. Ce qui se fait à l'école, on répète à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de s'asseoir pour définir le rôle de chacun, tout le moins façon officielle? Bon, justement, ce que vous dites, c'est une triste réalité et il le faut également. Raison pour laquelle, dans le modèle pédagogique propre à l'Afrique, nous suggérons même qu'il faut impliquer le plus souvent les parents dans tout ce que nous faisons à l'école. Et c'est cela qui va peut-être faciliter les acquisitions à nos problèmes, surtout la gestion des problèmes. Si on abandonne tout à la portée de l'école, des enseignants et des chefs d'établissement, je crois que ça ne serait pas bon. Donc le mieux, c'est d'impliquer ces parents d'élèves-là dans la gestion de nos écoles. Alors, si tu permets, je pourrais ajouter, tu as posé la question tout à l'heure au docteur de savoir si c'est une lacune ou quel en est réellement le problème. Le problème est qu'aujourd'hui, le monde évolue, comme je l'avais dit tantôt, et les parents sont beaucoup plus dans la dynamique de chercher de quoi les enfants vont vivre. Donc le matin, on se réveille, l'objectif c'est d'aller rapidement au travail pour chercher de l'argent. Et le soir, on revient tardivement. Mais l'essentiel pour le parent, c'est que l'enfant trouve quand même du pain sur la table. Aujourd'hui, c'est l'essentiel pour les parents. Et nous disons que, entre-temps, nous pensions que les parents avaient démissionné dans l'éducation de leurs enfants, mais nous avons compris après que ce n'est pas qu'ils ont démissionné, mais c'est parce qu'ils sont dépassés. Vous savez que la vie devient de plus en plus chère. Tout le monde a quand même d'une manière ou d'une autre envie de faire des enfants. Maintenant, prendre soin de ses enfants, c'est ça le plus important pour les parents. Maintenant, le côté éducatif, comment s'impliquer dans la vie de l'école, comment s'impliquer dans la vie de l'enfant, ça devient maintenant un problème. Donc, eux, ils se disent, si je me débrouille pour pouvoir trouver de la nourriture pour l'enfant, l'école va s'occuper du reste. C'est véritablement le problème. C'est qu'ils sont dépassés. Mais le reste, là, c'est quoi selon vous? Qu'est-ce qu'un parent doit pouvoir apporter à son enfant dans ce que nous définissons comme accompagnement? Oui. Le parent doit avoir un œil regardant dans le travail de l'enfant. Être parent d'élève ne signifie pas inscrire l'enfant dans une école. C'est l'inscrire dans l'école, de venir régulièrement, mensuellement s'il le faut, sinon trimestriellement. Trimestriellement, je pense que même c'est trop. Mensuellement, essayer d'appeler, si on ne peut pas venir en physique, appeler le directeur de l'école ou appeler un professeur, un enseignant de son enfant, chercher à savoir à peu près si l'enfant évolue bien ou n'évolue pas bien. Lorsque l'enfant rentre à la maison, on doit faire l'effort aussi de regarder dans son cahier, de vérifier les exercices qu'il a, surtout quand c'est le cours primaire ou c'est le collège. Donc, essayer de voir si l'enfant est à jour. Des fois, certains enfants disent à la maison qu'ils vont à l'école, mais ils ne vont pas à l'école. Et le soir, ils reviennent quand même. Dans le cahier, il n'y a absolument rien. Mais si tu es ce parent-là qui ne vérifie pas, qui n'a pas un œil regardant dans le cours de l'enfant, comment est-ce que tu peux savoir si l'enfant suit bien le cours ou pas? Et au final, les enfants, ils ont plusieurs techniques. Il va se débrouiller, il va réussir quand même. Mais dans sa tête, ça ne passe pas encore. Vous voyez? Donc voilà pourquoi les parents doivent forcément accompagner. Une fois que les parents vont comprendre leur rôle qui leur est dévolu, l'école ira bien. Est-ce qu'il ne revient pas quelque part aux enseignants aussi, aux formateurs de créer ce canal, ce pont entre l'école et la famille, de tisser ce lien pour pouvoir rappeler aux parents leurs responsabilités dans le domaine de l'éducation? Bon, oui, c'est une réflexion, mais cette réflexion dépasse la capacité des enseignants, puisque les enseignants, ils ont leur cahier de charges, ils ont leurs cours qu'ils doivent administrer. Mais ce qui pourra être fait, c'est peut-être le rôle de l'État. C'est l'État, à travers les institutions éducatives ou bien les ministères en charge de l'éducation, de peut-être mettre en place ce dispositif-là qui va intégrer
les parents d'élèves dans la gestion de nos établissements. C'est en cours. Actuellement, c'est fait avec la création des COUGEP, des COUGIRES, mais c'est beaucoup plus... C'est les comités de gestion scolaire. Donc, c'est beaucoup plus sur le plan financier. Les COUGEP, COUGIRES s'occupent beaucoup plus de la gestion des cotisations parallèles, ainsi de suite. Mais dans l'implication même du travail scolaire, ils n'apportent pas leur contribution en tant que telle. Donc, la gestion là est laissée aux mains des enseignants et aux mains des chefs d'établissement. Mais si ces parents d'élèves également jouent clairement leur rôle au-delà de l'accompagnement, chaque parent d'élève doit savoir que avoir des enfants, c'est une charge. C'est l'esprit ou la philosophie qu'ont les Occidentaux et c'est pourquoi ça marche. Nous, quand on fait les enfants, des fois, on les abandonne. Même les fournitures scolaires, ce n'est pas ça. Actuellement même, après les 2 semaines de la rentrée, certains élèves sont là. Ils n'ont pas de fournitures. Vous voyez, ils n'ont pas toutes les fournitures. Et déjà, on va commencer même par renvoyer les enfants parce qu'ils n'ont pas payé les frais de scolarité. Alors qu'on sait que si mon enfant fréquente tel établissement, les frais s'élèvent à ceci. Il faut se préparer depuis les vacances. Vous laissez, on va commencer par renvoyer votre enfant alors que vous êtes appelé à solder cela. Tôt ou tard, vous allez tout solder. Et quand vous allez solder, là, quand on renvoie votre enfant, les cours qu'on fait, on ne va plus les reprendre. Et c'est l'enfant qui perd. Et à la fin de l'année, on dira que c'est l'enseignant qui n'est pas bon, c'est pourquoi les taux ne sont pas bons, ainsi de suite. Même là aussi, si j'ai une petite réserve, est-ce que, c'est une parenthèse que j'ouvre, est-ce que pédagogiquement, c'est bon de renvoyer des enfants qui n'ont pas payé leurs frais de scolarité? Ah, monsieur Gilles, pédagogiquement, si on dit que ce n'est pas... Légalement, économiquement, est-ce que c'est correct? Oui, c'est une arme efficace pour les chefs d'établissement. Si on n'y renvoie pas, des fois même, c'est en plein examen. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas légal parce que quand je souscris pour mon enfant à l'école, oui. Ça veut dire que l'école a l'obligation de conduire l'enfant à terme. Si je lui dois, il doit utiliser les moyens légaux pour recouvrer son argent. Comme quoi? Mais il y a les voies légales pour le recouvrer. Oui, exemple d'une voie légale. Non, mais je pense que, monsieur G, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas bien. En principe, à la base, je pense que l'école devrait être gratuite, surtout les cours élémentaires. Les cours élémentaires, selon les réformes, ce que j'ai eu à lire, tout et tout. Je pense que l'école devrait être gratuite au niveau des cours élémentaires. Mais au niveau des cours secondaires et consorts, l'école devient automatiquement payante. Et c'est là où nous parlons toujours, excusez-moi l'expression, de l'irresponsabilité de certains parents. Le docteur vient de dire tout à l'heure que du moment où tu sais que tu as un enfant, c'est automatiquement une charge. Et c'est parce que tu es prêt. C'est pourquoi tu as accepté faire venir l'enfant dans ce monde. Donc tu dois prendre toutes tes dispositions. Il faut avoir aussi l'espoir d'être prêt parce que ce n'est pas aussi aisé que ça pour tout le monde. Oui, mais une fois que l'enfant est né, si tu es responsable, tu vas te donner les moyens. Je sais quand même que les parents qui se décident à venir inscrire leurs enfants à l'école ne permettent pas que ces enfants-là rentrent chez eux le soir et dorment le ventre affamé. Donc, tu vois, tout à l'heure, le docteur disait que c'est une arme efficace. Je pense que c'est la dernière arme que les écoles utilisent pour pouvoir amener les parents à venir solder. C'est une arme illégale parce que moi je ne... Malheureusement, c'est la dernière arme qu'on a. C'est pour cela qu'on oblige. Si je souscris pour un service pour lequel je ne paye pas, il faut utiliser les moyens légaux pour faire le recouvrement. Parce que si vous suspendez le contrat, est-ce que je paie la totalité de ce que je vous dois ou on soustrait les jours où mon enfant est resté à la maison? Parce que ça pose un problème de droit, à mon avis. Bon, justement, ça n'est pas, le moyen là n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal, puisque moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Surtout quand les chefs d'établissement renvoient les enfants en pleine composition, devoirs, ainsi de suite. Un élève qui fait son devoir, on vient le renvoyer parce qu'il n'a pas payé l'écolage. Et après, on court derrière les enseignants que l'élève là manque de telle note, il faut interroger, il faut faire ceci. Et des fois, les enseignants ne le font pas. Et l'élève va échouer et c'est l'école qui perd, surtout la famille également. Bon, c'est pour dire que au moins les chefs d'établissement également doivent revoir leurs pratiques administratives. Renvoyer un enfant ne résout pas le problème. Mais on peut interpeller les parents, par exemple. Mais l'État se tait aussi sur ces pratiques
Étant donné que peut-être les subventions de l'État ne viennent pas à temps, donc ça fait que les chefs d'établissement sont obligés de le faire comme ils l'entendent. Voilà. Et généralement, si je me permets, les enfants là qu'on finit par renvoyer, ce sont les enfants dont les parents ne se présentent pas, ne font pas de négociation. Sinon, s'ils négocient avec les chefs d'établissement sont aussi des humains, ce sont des parents d'élèves, ce sont des personnes responsables aussi qui s'intéressent à l'avenir de ces enfants-là. Donc, ce sont carrément les enfants dont les parents ne viennent pas. Et malheureusement... Pratiquement pas de parents, pour ainsi dire. Tout est quand même négociable. Rien n'est impossible. Voilà. Alors, M. Asileka, je voudrais vous demander, docteur Tchayao a décliné tout à l'heure la mission de l'enseignant qui doit apporter des réponses à l'apprenant dans pratiquement tous les domaines. Est-ce que vous êtes outillé pour remplir cette mission? Est-ce que vous avez la capacité d'élever le niveau de l'apprenant dans tous les domaines? Il a parlé d'économie, il a parlé de pratiquement tous les domaines. Il a parlé des connaissances, des savoirs, même spirituels, façon de se comporter. Est-ce que l'enseignant lui-même a toutes ses compétences à transmettre? Oui et non. Non, mais moi, je parle toujours avec le cœur, je suis droit dans ce que je dis. Oui et non. Oui pour certains enseignants, mais non pour d'autres. Oui pour ces enseignants-là qui sortent des écoles normales, qui sont bien formés par l'État et qui ont un amour particulier pour le métier. Pour eux, ils sont totalement outillés. Oui également pour ces enseignants-là qui n'ont pas eu la chance de se faire former dans une école normale de l'éducation, mais qui ont quand même un amour particulier pour le métier et qui ont fait des recherches personnelles. Donc ces personnes-là ont des compétences nécessaires, des outils nécessaires pour pouvoir élever le niveau des enfants. Mais non pour ces enseignants-là qui n'ont pas eu la chance de se faire former dans ces écoles-là et malheureusement qui n'ont pas un amour pour ce métier. Parce que le métier en soi est tellement difficile. Donc si tu n'as pas un amour particulier que tu développes au jour le jour, tu vas juste être un enseignant comme ça, tu traverses la vie des enfants, mais tu ne vas laisser aucun impact, aucune trace. C'est ça qu'on appelle vocation, généralement. Exactement. Mais le constat, c'est que ceux qui sont outillés, en termes de pourcentage, ne représentent pas grand-chose, non, docteur Tchayao? Bon, justement, vous avez parfaitement raison. Ceux qui sont outillés ou formés, la proportion est négligeable. Mais il faut nuancer. Au niveau du préscolaire et du primaire, pratiquement les 100% des enseignants, tous les enseignants sont formés. Ils passent par les écoles normales, les instituteurs, comme il l'a dit. Après le bac, vous passez le concours et vous êtes formés pour une durée peut-être, c'est 1 an, c'est peut-être la durée qu'on peut revoir. 1 an, ça n'est pas suffisant. Maintenant, si nous prenons le collège, le premier cycle du secondaire, vous voyez qu'une partie des enseignants est formée à l'INES, École normale supérieure, à Tapami ici, mais le reste n'est pas formé. Si nous prenons le lycée, par exemple, il n'y a pas un dispositif de formation d'enseignants du lycée jusqu'à présent au Togo. Si on prend l'université, c'est pareil. Vous voyez. Donc, d'une manière générale, on dit que pour enseigner au cours primaire et au préscolaire, il faut avoir le bac et passer le concours des ENI, d'entrée à l'ENI. Maintenant, pour enseigner au collège, il faut académiquement avoir la licence. Mais ce n'est pas tout. Je vais revenir sur ça. Et pour enseigner au lycée, il faut la maîtrise ou le master. Et pour enseigner à l'université, il faut le doctorat. Tout ce que nous venons de citer, ce sont des diplômes académiques. Alors que pour enseigner, il faut 3 types de formation. Il faut la formation académique, ce que nous venons de dire, qui est sanctionnée par ces diplômes-là. Il faut la formation didactique. Vous voyez que la manière dont on enseigne l'allemand, ce n'est pas de la même manière on enseigne histoire et géographie. Ce n'est pas de la même manière on enseigne les sciences physiques. Vous voyez. Donc, il faut qu'on vous donne des moyens d'enseigner telle ou telle discipline dont vous êtes spécialiste. Il faut également une formation psychopédagogique. La formation psychopédagogique, c'est elle qui vous donne tous les outils concernant l'évaluation, comment évaluer, comment définir les objectifs pédagogiques, comment gérer la classe, comment corriger même, comment élaborer le syllabus. Bon, tout ça, les 2 dernières formations,
vous les aurez quand vous êtes formés sur le plan initial, la formation initiale. Ceux qui passent par les ENI, INES, et ils sont outillés dans tous ces domaines-là. Mais ceux-là qui entrent dans l'enseignement parce qu'ils ont leur maîtrise, ils ont leur master, ils ont leur licence, ils ont leur doctorat, sans la formation initiale, ce sont ceux-là qui ont des problèmes. Et maintenant, si la personne n'est pas motivée pour s'auto-former, par exemple, ce sont des personnes-là, ce sont ces gens-là qu'on appelle les enseignants savants, qui font des dégâts dans le système éducatif. Oui, mais si on a été à l'école et qu'on a son diplôme, est-ce que ça ne suffit pas pour maîtriser les autres pans de la formation de l'enseignant? Parce qu'on a vu des enseignants faire pendant plusieurs années. Est-ce que ça ne suffit pas? Bon, les enseignants font comment? Je prends un exemple terre à terre. J'avais discuté avec un inspecteur qui était en formation. On parlait de l'impact de la formation et de l'impact de l'expérience dans l'acquisition des compétences des apprenants. Il me faisait savoir que l'expérience prime sur la formation. Et je lui ai donné un exemple. Je lui ai dit, monsieur l'inspecteur, vous êtes en train d'être formé. Si on prend un inspecteur qui est formé, qui a fait 2 ans de formation, on prend un inspecteur qui n'est pas formé, mais qui est allé se faire former sur l'État, c'est-à-dire sur le terrain. Si on prend vous deux là, qui sera plus compétent que l'autre? Et il m'a dit automatiquement celui qui est formé. Et je lui ai dit en même temps que donc, ça voudrait dire que la formation prime sur l'expérience. Comment vous pouvez définir, par exemple, un objectif pédagogique si vous n'êtes pas formé? Un enseignant qui n'est pas formé, si je lui demande qu'est-ce que vous entendez par critères de performance, il ne sait rien. Alors que critères de performance, il le faut dans la définition des objectifs, il le faut dans l'évaluation. Il n'est pas formé, il ne connaît rien de tout ça. Donc, il ne fera que les dégâts. Vous voyez, donc, par quel mécanisme il saura ce qu'on appelle les critères de performance, ce qu'on appelle la condition de réalisation, s'il n'est pas formé, s'il ne s'auto-forme pas également. Donc, c'est ça. Soit vous êtes formé et vous êtes bon, et vous devez également vous auto-former et suivre les formations continues. Soit vous n'êtes pas formé et il faut faire l'effort également de vous auto-former. Mais ce qui manque dans le système éducatif. Préparant cette émission, j'ai causé avec un enseignant qui a tenté de comparer le système avec le football. Et il y a des écoles de football qui enseignent à faire les dribbles, à marquer des buts, mais il y a d'autres qui sont naturellement bons, qui épatent sans formation. Donc il me dit que dans cette matière-là, c'est le talent individuel qui prime à la fin. Je partage son avis. Comme le docteur Tchagnan vient de le dire, le talent individuel, d'où vient le talent? C'est le monsieur, il a commencé par enseigner, il a commencé par aimer ce qu'il fait. Automatiquement, il va se lancer dans la formation. C'est-à-dire, c'est automatique. Quelque chose que tu aimes. Monsieur Gilles, vous n'allez pas me dire que vous avez commencé ce métier, vous ne vous êtes pas formé pour être là où vous en êtes aujourd'hui. C'est parce que c'est une succession de formations qui fera la différence. Parce que de toute manière, naturellement, les élèves que nous avions par le passé ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est l'évolution humaine qui fait que si toi-même tu ne t'adaptes pas à l'évolution, tu seras écarté. Donc même ces enseignants-là qui passent par les écoles normales, l'ENI ou l'ENES, tout et tout, même si ces enseignants ne se forment plus personnellement, s'ils ne font pas ce qu'on appelle l'auto-formation dans ce domaine, je pense qu'ils vont rester sur le carreau. Après, les enfants vont le dépasser. Parce qu'aujourd'hui, le système, n'oublions pas que nous sommes dans un système où il y a l'informatique aujourd'hui et les enfants comprennent mieux certaines choses même que les enseignants. Donc, c'est une formation perpétuelle pour être bon dans ce domaine. Oui. Docteur Jaon, est-ce que vous avez, en tant que spécialiste des sciences de l'éducation, est-ce que vous observez des enseignants sur le terrain parfois? Qu'est-ce que vous remarquez de grave, de dangereux? Bon, justement, avant d'arriver à cette question, permettez que je revienne sur votre exemple de footballeur là. Oui. Bon, on a des écoles de football, on a des écoles de formation pour les enseignants. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir également qu'on peut avoir une équipe de football sans entraîneur et travailler et bon, jouer comme si rien n'était. Jouer comme cela le faut. C'est rare, non, ça c'est pas rare. Aujourd'hui c'est rare. Si, oui, aujourd'hui c'est justement. Maintenant, si on écarte l'entraîneur, et on laisse les joueurs entre eux, ils vont jouer. Maintenant, si on écarte d'un côté l'enseignant également, on laisse les apprenants, ils ne peuvent rien faire. Vous voyez la différence? Ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi l'enseignant
C'est une expérience aussi à faire. Oui, il y a ça quand même. La formation initiale, c'est fondamental, mais cela ne manque pas la formation continue, comme il l'a dit. Maintenant, pour revenir à votre question, moi-même, je suis enseignant. Je suis enseignant et je vois ce qui se passe. Et je n'ai pas ce pouvoir-là d'aller visiter les autres enseignants comme le font, par exemple, les inspecteurs. Seulement que ce que moi, par exemple, je peux faire, je peux donner comme contribution, cependant, peut-être les conseils d'enseignement, conseils de classe, conseils d'établissement, tout ça, que peut-être face à un problème, vous pouvez donner votre point de vue. Le système est fait de telle sorte que si vous n'êtes pas dans le corps des inspecteurs, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez. Sinon, si par exemple, là, il y avait des attributions pour ceux-là qui sont les spécialistes de l'éducation, ceux-là qui sont des spécialistes des centres de l'éducation, qui finissent ou bien qui se font former à l'Institut national des centres de l'éducation, s'ils avaient des attributions dans le système éducatif, je pense que nous pourrons le faire aisément. Mais ce n'est pas encore le cas. Mais ce que nous constatons qui n'est pas bon, c'est que le plus souvent, les enseignants ne priorisent pas les intérêts des apprenants. Je m'explique. Un enseignant, par exemple, qui veut donner un devoir aux apprenants, mais ne prend pas soin d'expliquer aux apprenants ses attentes. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le devoir, là, il doit comprendre quoi et quoi et quoi. Je prends un exemple terre à terre. Un enseignant a donné un travail individuel aux apprenants. Et il a dit introduction, code devoir, ainsi de suite, conclusion, bibliographie. Avec un résumé au début, les étudiants ont fait ça. Je parle même de l'université, ça. Les étudiants ont fait tout ça là. Maintenant, quand les étudiants sont venus pour ramasser, ils disaient aux étudiants que ceux qui ont fait un résumé d'une page, ils auront 0. Et ils vont revenir l'année prochaine pour reprendre dans l'unité là. Et j'ai posé la question à celui qui m'a approché, que est-ce que quand il vous donnait l'exercice là, il vous a dit, c'est ça, est-ce qu'il vous a dit que le résumé doit faire 6 lignes? Il a dit non. Donc le temps que les enfants retournent, aller réduire le résumé, avoir les 6 lignes, revenir pour ramasser maintenant, il dit que l'heure est dépassée, qu'il ne va plus ramasser. Donc il y a beaucoup d'exemples pareils. C'est pour dire que un enseignant, vous savez ce que vous voulez, mais l'apprenant ne sait pas. S'il le sait, on ne va pas vous le confier. Donc, il vous appartient de décliner tout ce que vous avez. On ne fait pas économie d'information ni de consignes en matière d'enseignement. Tout ce que vous voulez, faites-le savoir aux apprenants. Et maintenant, celui qui ne va pas respecter, vous allez le sanctionner. Mais si au départ, il n'y a pas tous ces éclaircissements et après maintenant, vous commencez par pénaliser, ça voudrait dire que quelque part, ça ne va pas. Donc, c'est le manque de formation qui explique cet état de choses. Quelles sont les difficultés que vous avez au quotidien, que vous constatez aussi auprès de vos collègues, le métier d'enseignant? Quoi, c'est compliqué pour vous? C'est compliqué d'abord sur le plan matériel. Bon, moi, j'interviens dans une école privée qui est d'une manière ou d'une autre équipée. Mais quand je fais un tour dans les autres écoles, dans certaines écoles officielles, et dans certaines écoles privées aussi, et dans certaines écoles privées aussi, vous allez voir qu'il y a un manque cruel de matériel. Le métier d'enseignement, c'est un peu comme tous les autres métiers où on a besoin de certains outils. Mais lorsque ces outils se font rares dans les classes, je ne suis pas sûr que les objectifs pourraient être atteints. Qu'est-ce que vous appelez outils? Quand je prends pas la craie? Est-ce que vous n'avez pas un tableau noir? Oui, exactement. Nous avons ces matériels, mais ce n'est pas suffisant. Si je prends le domaine de l'histoire-géographie, par exemple, où tu as besoin de parler du Togo, où tu as besoin des cartes pour pouvoir expliciter ce que tu voudrais dire, le tourisme, l'aspect physique, tout et tout du Togo, c'est beaucoup plus facile à certains élèves de comprendre ton cours lorsqu'ils voient ça, ils regardent ça sur une carte. Quand je prends les enseignants des sciences physiques ou des mathématiques, surtout sciences physiques, il y a certaines réactions que certains enfants ont envie de voir pour pouvoir mieux comprendre, pour facilement garder ça à l'esprit. Ces outils, des réactions chimiques. Exactement. Vous voyez que ces outils ou ces matériels-là font défaut dans des écoles privées aussi bien que dans des écoles publiques. Ça, c'est sur le plan matériel. Mais
en dehors de ça, la collaboration même entre enseignants, je pense que ça pose problème aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un problème de collaboration. Le docteur Tchagnon vient de parler, par exemple, du conseil d'études, n'est-ce pas, où les enseignants d'une même matière se mettent ensemble pour pouvoir travailler et réfléchir. Dans des écoles, je ne suis pas sûr que c'est souvent fait. C'est pas fait. Et quand c'est comme ça, ça ne fait pas avancer le métier. Maintenant, troisième chose que je constate personnellement, c'est la non-collaboration entre les enseignants et les parents d'élèves. Ça, c'est une difficulté que je note et que je dis souvent. Parce que si les parents d'élèves et les enseignants ne se mettent pas d'accord sur certaines choses, il y a un problème. Les enfants arrivent à la maison avec des devoirs de maison. C'est monsieur qui a demandé de faire. Maman ou papa demande à l'enfant de faire autre chose, alors qu'il y a le devoir de maison. C'est vrai, tout est important pour l'enfant, mais il doit avoir un programme pour que papa ne rabaisse pas l'enseignant devant l'enfant. Parce que ça ne se passe pas moment. Ça, c'est une difficulté grave. Parce qu'une fois que l'enfant n'a plus de respect par rapport aux devoirs que monsieur donne ou par rapport au travail que monsieur fait en classe, automatiquement, le lendemain, lorsque l'enfant vient à l'école, ce n'est plus la même chose comme le passé. Donc, il y a de ces petites difficultés-là qui font que moi, personnellement, je pense que le travail n'avance pas. Docteur Chenyao, il a évoqué le problème de matériel pour dispenser les cours. Quand on remarque que dans la plupart des écoles au Togo, au Bénin et ailleurs, on en est encore à la craie au tableau noir. Est-ce que, pendant que les autres sont aux vidéoprojecteurs, aux écrans, etc., est-ce que nous faisons le même enseignement? Bon, justement que nous n'avons pas le même niveau de développement. C'est le développement également qui garantit cela et nous n'avons pas également les mêmes volontés politiques. Vous voyez que l'école est tellement liée à la politique. Oui. Donc, je pose le problème parce que quand l'enfant est habitué à la maison, à la télévision, au dessin animé, au smartphone, au portable, et qu'à l'école, l'outil, le support sur lequel on donne les enseignements, c'est le tableau noir. Est-ce que c'est le même intérêt encore? Parce que j'ai lu quelque part. Oui, réellement, ça n'a pas le même intérêt. Surtout que si l'enfant voit ce qui se passe ailleurs, où les élèves travaillent, les élèves des mêmes niveaux, des mêmes classes, travaillent avec des marqueurs, avec des tableaux, tout ça là, et chez lui, c'est le tableau noir toujours. Oui, la droite, ça motive, ça démotive, ça motive plutôt. Parlant de ces difficultés-là que rencontrent les enseignants, comme il l'a dit, le manque de matériel, c'est fondamental. Le manque de matériel. Quand on parle de matériel, il s'agit du matériel didactique. Vous savez que pour enseigner l'histoire et la géographie, comme il l'a dit, la géographie par exemple, il faut les cartes. Pour chaque pays, il faut minimum 10 cartes pour chaque pays. Mais si je prends par exemple le Togo, vous allez voir même sur 100 établissements, c'est rare de voir 2 établissements qui ont les 10 cartes sur le Togo. Maintenant, il faut 4 pays. Donc, 10 cartes fois 4, minimum, ça fait 40 cartes. Vous voyez ça, ce qui n'est pas évident. Mais au lieu d'avoir les cartes physiques, pourquoi ne pas penser aux cartes virtuelles? Oui. Des projections Oui, projection, vidéoprojecteur, même à l'université où le LMD parle de... combien d'établissements ont des vidéoprojecteurs? C'est là le problème. Et combien d'établissements ont l'électricité pour expérimenter tout ça là? Même ce qu'on peut faire sans électricité, de simples expériences qu'on peut faire sans électricité avec les piles, mais les établissements n'arrivent pas à s'en procurer. Vous savez, les sciences physiques, qu'on le veuille ou non, c'est la théorie et la pratique. Les sciences naturelles, théorie et pratique. Même anglais, les langues, c'est théorie et pratique. Donc, il faut écouter la manière dont on prononce les mots, tout ça, ainsi de suite. Donc, chaque discipline avec ses spécificités d'enseignement. Si nous prenons les sciences physiques, on a fait la théorie, il faut la pratique, mais on manque de matériel. On manque de matériel, alors que ça ne coûte rien pratiquement. Les chefs d'établissement ne font pas l'effort pour s'en procurer. Les COGEP, tout ça, ne font pas également l'effort pour... Tout le monde attend l'État. L'État également, avec les projets pareils, qu'on essaie d'équiper quelques établissements, mais ce n'est pas encore ça. Quand nous prenons des établissements, des lycées de renom, lycée Tokouin 1 comme ça, si on vous dit que le lycée Tokouin 1 n'a pas de laboratoire, vous n'allez pas croire.
Vous voyez? Donc, il faut la théorie et la pratique. Maintenant, un enfant qui fait les sciences physiques sans la pratique, toujours théorie, il ne manipule pas. Il ne va pas faire, il ne manipule pas. C'est-à-dire écouter, recopier. Il ne va pas faire, lui-même ne manipule pas. Par rapport à celui qui a fait le lycée scientifique, qui, avec son pléthore de laboratoire, vous allez voir que les deux qui viennent maintenant pour faire sciences physiques à l'université, vous voyez en même temps la différence. Vous voyez ça en même temps la différence. Donc, ça voudrait dire qu'initialement, on a déjà créé des discriminations entre les apprenants. Et étant donné que tous ces apprenants sont appelés à produire, à traiter les mêmes épreuves et à avoir la même moyenne avant de réussir, vous voyez que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il y a un autre aspect qu'on ne doit pas négliger. Il y a la formation des enseignants formés, des enseignants expérimentés également. Mais vous allez voir que dans la répartition, dans les affectations des enseignants, il y a des enseignants le plus souvent formés, expérimentés, qui sont concentrés dans certains établissements. Et les établissements périphériques, là, on envoie peut-être les enseignants novices ou débutants, non formés, ainsi de suite, alors que c'est dans ces... dans les milieux reculés, les milieux... Justement, c'est dans ces écoles périphériques-là qu'on a beaucoup plus de problèmes à gérer. Et plus on a de problèmes, plus on a besoin des enseignants formés et expérimentés pour gérer ces problèmes-là. Donc, vous voyez que nos systèmes d'affectation aussi, c'est à revoir. Et les enseignants eux-mêmes dans leur pratique pédagogique. Bon, on dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Quelqu'un qui n'est pas formé, on ne peut pas lui demander de faire des miracles. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour dire que si on veut réellement revoir, traiter les élèves, les apprenants sur le même pied d'égalité, dans les mêmes conditions de travail, que ce soit les enseignants, les apprenants, vous allez voir qu'il faut peut-être adopter ce qu'on appelle la discrimination positive, rééquiper les écoles qui en manquent et peut-être revoir les systèmes d'affectation des enseignants, parce que ça vaut la peine. Et dans tout ça, certains ou beaucoup d'enseignants sont devenus, comme le dirait quelqu'un, des distributeurs automatiques de connaissances inutiles. Oui, mais c'est vrai. Oui, tu veux que je te vienne? Oui, bien sûr, parce que les connaissances sont trop théoriques. Tout à fait. C'est dommage de le voir ainsi, mais c'est une vraie remarque, c'est pertinent. C'est pertinent comme remarque. Et moi, je ne cesserai jamais de le dire. On doit s'adapter. Et je pense quand même que les décideurs, les grands décideurs du Togo en matière de l'éducation ont pris conscience de cette réalité. Aujourd'hui, quand on parle de la technique approche par compétence, je pense qu'ils ont, des APC, je pense qu'ils ont compris quelque chose. Ce n'est pas seulement au Togo. C'est pas l'approche par compétence? C'est une technique aujourd'hui qui permet de mettre l'élève au centre de son apprentissage. À moins que je me trompe, le docteur est là pour me mettre sur de bons rails. Voilà, donc ce n'est pas qu'au Togo, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est dans le monde entier parce que en lisant des documents, en regardant des documentaires, j'ai constaté quand même qu'il y a certains enfants, certaines personnes qui disent qu'ils n'ont rien appris à l'école. En France, par exemple, quand j'écoute ce jeune-là, Idriss Albekan, qui dit qu'il n'a rien appris, que l'école ne lui a apporté absolument rien, et qui a écrit d'ailleurs un ouvrage qui s'intitule « Libérez votre cerveau », comme quoi l'école a mis dans sa tête des stéréotypes qui ne sont même pas fondés, qui a causé des barrières, des blocus dans son cerveau. Je pense que le problème n'est pas seulement togolais ou africain, mais c'est mondial. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, c'est ce dont nous allons parler dans la seconde partie. Ah, exactement. Mais vous lancez là une piste qui m'intéresse parce que, au-delà de ce qu'Albekan a dit, d'autres ont théorisé que l'école a été conçue pour conditionner des êtres humains, pour qu'ils soient dociles, pour qu'ils soient pauvres et mieux exploités par le système capitaliste. Bon, justement, ils n'ont pas tort à 100%. Ils n'ont pas tort parce qu'il y a un autre sociologue, Althusser, qui disait que l'école est un appareil idéologique d'État. Tout ce que nous apprenons là, vous allez voir que c'est l'idéologie de ceux qui nous dominent. C'est l'idéologie de ceux qui nous dominent. Ceux-là qui nous dominent, ce sont ceux-là également qui nous assistent financièrement pour gérer dans la gestion de nos systèmes éducatifs. Et comme on le dit souvent, accepter un cadeau, c'est vendre sa liberté. Si on n'est pas obligé de tout financer notre système éducatif,
On ne sera pas autonome également d'avoir des systèmes éducatifs adaptés à nos environnements, adaptés à nos besoins. Vous voyez, c'est là aussi le paradoxe. C'est pour dire que si nous voulons avoir des systèmes éducatifs performants qui vont prendre en compte nos réalités, nos besoins réels, nos réels besoins, il faut qu'on finance abondamment nous-mêmes nos systèmes éducatifs et ne pas attendre que cela soit fait par peut-être l'extérieur. Au moins, si l'extérieur vient en appui, ça se comprend. Mais l'extérieur, le financement de l'extérieur primé sur nos propres financements, ce n'est pas une bonne chose. Mais ça c'est un paramètre, mais le second paramètre, ce n'est pas simplement l'État, mais ce sont les capitalistes, comme Gilles vient de le dire. Ce sont les capitalistes qui aimeraient avoir un groupe de personnes à leur disposition. Parce que si vous prenez même l'école telle qu'elle est conçue, on a tendance à croire que c'est un système qui vous met en position assise pendant des heures, et au final, vous ne réfléchissez plus normalement, vous faites ce qu'on vous demande de faire. Et qui est celui-là qui vous demande de faire quelque chose? C'est le capitaliste, c'est l'industriel. Donc l'école, mais il y a des gens qui appellent l'école aujourd'hui l'école industrielle. C'est-à-dire qu'on vous met en rang groupé, on vous met des choses dans le cerveau, on vous répète ça plusieurs fois, et au final, quand on vous pose des questions, vous finissez par donner juste ce qu'on vous a dit pendant longtemps. Ouais. Et au final, ça rejoint ce que l'ami disait, comme quoi on donne des choses, des formations théoriques, des compétences inutiles. Distributeur automatique de connaissances inutiles. Et c'est bien dommage. Donc, finalement, est-ce qu'on doit conclure devant toutes ces difficultés que l'école est en crise? On va le voir tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission, mais si vous le voulez bien, nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition de journal. À tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.